Vous avez certainement vu la série Dahmer, qui relate les crimes sordides de ce serial killer cannibale et sans aucune morale. Eh bien, dites-vous qu'au cours de l'histoire, il y a eu des criminels bien pires que lui, et j'ai décidé de vous parler de 5 d'entre eux. Nous allons y aller progressivement, et c'est par elle que je commence. Honneur aux dames. La poudre d'héritage. Giulia Tofana est connue pour avoir donné la mort à 600 hommes de son vivant. Son arme secrète, l'Aqua Tofana, un puissant poison inodore, incolore et insipide, capable de rétamer un homme par l'ingestion de quelques gouttes dans une soupe, un repas ou une boisson. En répétant le rituel plusieurs fois, il est ainsi possible de mettre un terme à la vie de ses victimes sans éveiller les moindres soupçons. Je dis de ses victimes, mais ce n'est pas tout à fait juste. Car Giulia Tofana n'était en réalité qu'un intermédiaire dans les sombres desseins des bourreaux de ces hommes. Mais qui étaient ces personnes qui voulaient la mort de ces hommes et pourquoi? À Palerme, en Italie, dans la première moitié du XVIIe siècle, il était de coutume que les femmes se marient avec des hommes choisis par leur père, ou les deux parents, sans que ces dernières n'aient leur mot à dire. Ces maris, quelquefois irrespectueux, voire même violents, faisaient vivre un véritable enfer à ces dames, à un tel point qu'elles ne voyaient d'autre solution que la mort pour leur échapper. C'est alors que Giulia Tofana entrait en scène, dissimulée dans de petites fioles, censées contenir de l'huile ou sous forme de crème, elle leur remettait la clé de leur liberté. Mais que contenaient ces mystérieuses fioles? Comme Coca-Cola, la recette reste encore un mystère à ce jour. On sait que le poison contenait de l'arsenic, mais les légendes populaires qui se sont construites autour du personnage de Giulia Tofana n'ont pas hésité à y ajouter des ingrédients parfois très surprenants, comme la bave d'aliéné par exemple. Son poison permettait de libérer les femmes du joug de leur mari, mais aussi de faciliter l'accès à l'héritage. Les femmes vénales faisaient également partie de sa clientèle. D'ailleurs, les poisons utilisés à l'époque pour éliminer les maris trop encombrants portaient le nom de poudre d'héritage. Son poison aura fait 600 victimes et l'aura rendu célèbre au point de lui donner son nom, l'Aqua Tofana. Drogué au crime. Au cours de sa carrière, le docteur Harold Shipman aura fait un total de 250 victimes parmi ses patients, dont la majorité concernait des femmes âgées à qui il injectait secrètement une dose létale de diamorphine, aussi connue sous le nom de héroïne. Son statut de médecin lui permettait ainsi de donner la cause de la mort, bien souvent naturelle, comme une crise cardiaque, et d'éviter toute autopsie jugée inutile à ses yeux. C'est logique, il ne fallait surtout pas éveiller les soupçons sur ses activités. Apprécié et respecté par sa patientèle, jamais personne ne l'aurait imaginé commettre ces horribles crimes. Et pourtant, c'est sa dernière visite chez une dame âgée de 81 ans qui éveilla les soupçons. Lui ayant rendu visite peu avant dans la journée, son testament aurait été modifié pour qu'il en devienne l'héritier. La dégradation soudaine de l'état de santé de la dame aurait interpellé la famille, et l'insistance dont aurait fait preuve Shipman pour qu'aucune autopsie ne soit réalisée aurait renforcé leur méfiance. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la sorte? Arrêté en 1998 pour ses atrocités, la magistrate en charge de son dossier aurait révélé qu'il était drogué au crime selon ses dires. Condamné à la prison quelques années auparavant, il se serait prescrit plusieurs prescriptions frauduleuses afin de s'auto-administrer de la pétidine opiacée à laquelle il serait devenu dépendant. Ce à quoi il fut obligé de se sevrer dans un centre de désintoxication. Mais cet épisode de sa vie serait-il réellement la raison de ces meurtres? Ou était-ce là une métaphore? D'autres hypothèses ont vu le jour. Certains pensent qu'il aurait commis ces meurtres dans le but de venger sa mère, qui aurait elle-même reçu de fortes doses de morphine pour soulager ses douleurs, alors atteinte d'un cancer des poumons. D'autres suggèrent qu'il libérait le monde des personnes âgées qui représentaient un boulet pour la sécurité sociale. Les euthanasiés apparaissaient alors comme une solution à ses yeux. D'autres encore imaginent qu'il était animé par un sentiment de pouvoir, de vie et de mort sur ses patients, qu'il exerçait en leur administrant la mort. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais si ces hypothèses étaient exactes, car Harold Shipman se donna la mort en prison, emportant avec lui le secret de ses meurtres.
le boulanger-boucher. Nous franchissons à présent un nouveau cap dans le domaine de l'horreur. Robert Hansen, connu sous le nom du boulanger-boucher, de par son activité professionnelle qui le rend invisible de tout radar, est un homme d'apparence charmant, sans histoire, ou presque, et père de famille. Le profil typique. Mais notre cher Robert Hansen a une passion. Il aime chasser en forêt. Mais pas le gros gibier, non. Lui, il préfère chasser les femmes. Alors, ne vous y trompez pas, hein, je ne parle pas de courir les jupons, mais littéralement de chasser les femmes dans les bois. Nous sommes en Alaska, dans les années 70-80. Et Robert Hansen s'est découvert un plaisir malsain à enlever des prostituées et stripteaseuses qui ne manqueraient à personne, pour les emmener dans des endroits reculés, leur ordonner de se déshabiller et ensuite les chasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Traqués comme des animaux, 17 femmes perdent la vie sous les coups du serial killer. Les découvertes de cadavres se multiplient dans la région. Le témoignage de l'une de ses victimes, lui ayant échappé, remonte à la police. Mais son profil tranquille le garde éloigné de tout soupçon. Ce n'est que plus tard, lorsque le FBI dresse le profil du tueur inconnu qui sévit dans la région, qu'ils parviennent à faire le lien avec Robert Hansen, pour qui un premier profil psychologique avait déjà été dressé, lors d'une première arrestation pour viol. Son domicile est fouillé et de nombreux bijoux appartenant aux victimes y sont retrouvés. Mais ce n'est pas tout. Une carte de la région, retrouvée dans son avion privé, présente 37 croix, dont certaines marquent les endroits où les victimes ont été exécutées. Tous les meurtres ne seront pas élucidés, car certains seront reconnus ou réfutés par son auteur et d'autres seront avoués, alors même que les enquêteurs en ignoraient l'existence. Son histoire est tellement incroyable qu'un film lui sera dédié. Frozen Ground, sorti en 2013. L'ogre de Wisteria. Si Albert Fish a bien un point commun avec Dahmer, c'est son goût prononcé pour la chair humaine, et en particulier celle des enfants pour la tendresse qu'elle renferme. Selon la lettre anonyme qu'il enverra aux parents de l'une de ses victimes, il se sera régalé du ragoût de la fillette de 10 ans pendant une semaine entière. Ce monstre cumulait des perversions sexuelles, dont l'une d'entre elles consistait à écrire des lettres obscènes aux parents de ses victimes, à sa famille, ses amis ou encore des inconnus. Dans celle-ci, il partageait l'intimité de ses déviances, de ses fantasmes les plus acerbes, dont les détails sont si choquants qu'elles ne seront jamais lues durant son procès. Mais d'où lui viennent ces déviances? Né dans une famille de 4 enfants, il est envoyé dans un orphelinat après la mort de son père, alors qu'il n'a encore que 5 ans. Dans cet orphelinat, il vit ce que d'aucuns qualifiera de calvaire. Les punitions corporelles tombent, il se fait fouetter, battre et humilier. Mais il adore ça. Là où d'autres enfants auraient été traumatisés et se seraient repliés sur eux-mêmes, lui trouve du plaisir. Il aime avoir mal et peu à peu son envie de partager sa douleur prend le dessus. C'est ainsi que naissent ses penchants pour le sadomasochisme. Petite anecdote bien sympatoche, il a été relaté qu'il aimait s'enfoncer des aiguilles dans l'aine, qui est située à l'intersection de la jambe et du bassin, et qu'il les enfonçait si profondément que plusieurs y sont restés coincés, 27 d'entre elles pour être exact. C'est dire le nombre qu'il a dû y pousser. Plus tard, lorsqu'il rentre chez sa mère, son frère lui raconte avec passion des histoires de cannibales, qu'il accompagne de dessins érotiques. Très franchement, on ne sait pas s'il faisait les deux en même temps ou séparément, mais c'était déjà pas très net pour un gosse de 12 ans. Dans le même temps, il fait la rencontre d'un jeune télégraphiste, qui l'initie à la coprophagie et à l'ondinisme, dont je vous laisse découvrir les deux définitions à l'écran pour vous figurer de quoi il s'agit. Il multiplie donc rapidement les perversions qu'il canalise dans un premier temps en se contentant de fréquenter les bordels. Il rencontrera tout de même une femme avec laquelle il se mariera et aura 6 enfants, par l'entremise de sa mère. Sa vie de couple durera quelques années puis volera en éclats pour le libérer à nouveau de cette pulsion. Il fréquente alors les bains publics où il observe les jeunes garçons, futures victimes de ses fantasmes.
Il multipliera ainsi les enlèvements, les tortures et les meurtres jusqu'à faire disparaître ses victimes à la poêle, ce qui lui vaudra le surnom de l'ogre de Wisteria ou encore le vampire de Brooklyn. Ce n'est que lorsqu'il se fera arrêter par un heureux hasard qu'il avouera tous ses crimes. Mais l'étude de son profil psychologique et des antécédents de sa famille sèmeront le doute. Est-il dérangé ou sain d'esprit? En d'autres termes, a-t-il agi sous le joug de la folie dont il aurait hérité de sa famille, ce qui lui vaudrait d'être enfermé dans un asile psychiatrique à vie? Rappelons qu'à l'époque, on pense que les maladies psychiatriques sont héréditaires. Ou a-t-il agi en son âme et conscience? Dans lequel cas, il se verrait condamné à la peine de mort. Les études qui suivront mèneront à la conclusion qu'il était totalement conscient de ses actes lorsqu'il tuait ses victimes. Il sera donc condamné à la chaise électrique, son ultime plaisir, selon ses dires. Le monstre de Rostov. Nous voilà arrivés au sommet de l'horreur. Comparé à lui, Dahmer est un enfant de cœur. Andrei Chikatilo aura perpétré 56 meurtres sur 12 ans, alors que la police n'avait réussi à le relier qu'à 36 d'entre eux. Contrairement à notre cher Albert Fish, qui avait de sérieux penchants pour le sadomasochisme et qui éprouvait autant de plaisir à recevoir qu'à infliger la douleur, Andrei Chikatilo semble agir davantage à la suite d'une frustration profonde. En effet, très jeune, encore adolescent, il souffre d'impuissance qui rendent ses relations avec les filles très compliquées. Au point même d'être la cible de moqueries qu'il a du mal à supporter. Il tentera de se pendre, mais sans y parvenir. Son impuissance le hante, l'obsède. Et bien qu'il parvienne à avoir 2 enfants avec une amie de sa sœur, le manque de respect qu'il subira de la part de ses élèves lorsqu'il enseigne en tant que professeur déclenche sa soif de vengeance. À partir de ce moment, il jure de se faire respecter. Les premiers dérapages commencent. Il s'introduit dans le dortoir des filles pour les observer lorsqu'elles se déshabillent. Il se caresse en classe, puis commet l'impensable, son premier crime. Alors qu'il surveille une jeune fille, il l'attrape fermement, la frappe avec une règle et lui dessus. Ouais, c'est très brutal. Pour ne pas vous choquer, je vais éviter les détails les plus sordides de ce que j'ai pu lire. Ces meurtres sont tous plus sanglants les uns que les autres. Il fait preuve d'une brutalité extrême. Ses victimes sont des jeunes filles de passage ou des enfants récupérés aux abords d'arrêts de bus ou de gares. Il répète inlassablement les mêmes rituels et se découvre de nouvelles perversions à chacune de ces nouvelles expériences. Il les poignarde, mutile certaines parties de leur corps avec ses dents, leur arrache les yeux et recouvre les cadavres de feuilles. Il avouera aussi mordre les tétons de ses victimes, leur arracher les lèvres et même parfois la langue du bout des dents, allant jusqu'à découper et manger les parties génitales de certaines d'entre elles alors qu'elles sont encore vivantes. Ces meurtres l'excitent autant qu'ils l'horrifient. C'est pourquoi il va même jusqu'à arracher les yeux de ses victimes, ne supportant pas leur regard lorsqu'elles agonisent. Ce n'est qu'en 1990 qu'il sera arrêté par la police et qu'il sera finalement exécuté d'une balle dans la tête, mettant ainsi un terme au règne de terreur du monstre de Rostov. Les serial killers nous fascinent autant qu'ils nous terrifient. Certains même se voient accorder un statut de légende dont les crimes qui leur sont attribués sont effroyables. C'est le cas notamment de la comtesse sanglante qui se serait baignée dans le sang de 600 de ses victimes. Mais qu'en est-il concrètement? Je vous raconte son histoire juste là.